Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Au Maroc, l'accident d'un car de touristes français percuté par un camion a provoqué la mort de 12 personnes, 26 blessés dont 5 graves. À Marrakech, le rapatriement s'organise. Des pluies diluviennes dans le Var, autour de Fréjus, rues et maisons inondées, nombreuses interventions des pompiers. Au Chili, Augusto Pinochet est mourant. Il a reçu l'extrême onction, va être opéré du cœur une deuxième fois. L'ancien dictateur âgé de 91 ans risque de disparaître sans avoir été jugé. De nouveaux stages pour récupérer des points sur son permis, de la théorie à la pratique sur route, avec à la clé 4 points pour reprendre le volant. Et puis à l'approche des fêtes, la sortie de ce film d'animation américain signé par le réalisateur de Mad Max, Happy Feet, lorsque les manchots font des claquettes, avec les voix de Sophie Marceau et de Clovis Cornillac. On commence par cette excursion au Maroc qui a tourné au tragique. Un car avec à son bord une quarantaine de touristes, essentiellement des Français, a été percuté par un camion près de Marrakech hier soir. 7 Français, un Suédois et 4 Marocains ont perdu la vie selon un dernier bilan. 5 personnes sont grièvement blessées. Claude Sampère. Un choc frontal très violent sur une route nationale au Maroc. D'un côté, un autocar de touristes avec essentiellement des Français à bord. De l'autre, un gros camion marocain. L'accident a eu lieu vers 18h30. La cabine avant du camion complètement aplatie témoigne de la violence du choc. Les secours arrivent très vite, mais leur tâche est difficile. Il faut avec d'infinies précautions accéder aux victimes et réussir à les sortir des décombres des 2 véhicules. Le bilan est lourd, 12 morts dont 7 Français. Il y a 26 blessés dont 5 graves. Immédiatement, les autorités marocaines mobilisent leurs équipes médicales. Dans la soirée, tous les blessés ont été transférés vers l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech, un des meilleurs hôpitaux de la région. Ceux qui avaient la chance d'être assis à l'arrière du bus ont eu la vie sauve. On était derrière et comme je vous dis, on n'avait pas la vue de devant. Enfin, c'est une fatalité, c'est comme ça, il a plu, personne n'était habitué à circuler sous la pluie. Et ça n'entendra pas notre morale et on gardera un bon souvenir du Maroc quand même. Tous ces touristes revenaient d'une excursion dans les villes impériales. Ils se dirigeaient de Casablanca à Marrakech lorsque l'accident a eu lieu. J'ai rien vu venir puisque j'ai été projeté en dehors du bus, donc je me suis rendu compte après en fait. La route était détrempée, le bus n'a pas bougé de sa voie et je pense que c'est le camion qui a barré la route au bus. Dès la nouvelle de l'accident connu, le voyagiste Fram a mobilisé toutes ses équipes et via son réseau d'assistance envoyé des médecins au Maroc. Pour ses dirigeants, seul le camion marocain est responsable de l'accident. À 80 km de Marrakech, un camion semi-remorque est arrivé en sens inverse. Il pleuvait, la route était humide, il a dérapé et il est rentré frontalement dans notre autocar. Pour les familles, un numéro d'urgence était mis en place, le 05 62 15 16 17. On l'a dit, plusieurs médecins français ont été envoyés sur place à Marrakech pour coordonner les secours. Le rapatriement des blessés qui peuvent être transportés pourrait se faire dès demain. D'ores et déjà, un avion sanitaire français est arrivé sur place. Quant au corps des victimes, ils seront ramenés en France une fois les formalités accomplies dans les 3 jours. Gilles Marinet, reportage, et Philippe Jasselin. Hôpital militaire de Marrakech, c'est là que les blessés sont pris en charge. Dans cette chambre, 2 femmes, l'une originaire de Rennes, l'autre de Perpignan, 2 miraculées. Marie-Laure était assise dans la partie avant de l'autocar. Une masse de ferraille qui se froisse, ça éclatait les verres et puis l'impression de passer dans un rouleau, enfin dans une moissonneuse-batteuse, les sièges qui passaient, on passait dessous. Enfin moi je suis passée sous les sièges, je suis remontée, je ne sais pas trop comment, je me suis retrouvée sur les sièges avec les gens dessous, quoi. Isabelle avait passé tout le trajet assise derrière le chauffeur avant de s'installer à l'arrière quelques minutes avant le choc. C'est ce qui lui a sauvé la vie. On veut rassurer nos familles, nos amis, ça va quoi, on n'a rien de cassé, on a des contusions mais c'est tout. Ce matin, 3 médecins français sont arrivés sur place. À l'hôpital, ils ont évalué l'état des blessés, dont 4 ont été opérés. Le rapatriement s'organise. Aujourd'hui, à cette heure-là, je peux vous confirmer qu'un avion sanitaire va partir de Bordeaux, va prendre en charge 2 patients qui seront rapatriés sur Bordeaux et sur Toulouse, qui sont 2 patients qui ont des problèmes traumataux qui sont à opérer. Demain, nous sommes en train de monter un avion grand volume où nous pourrons rapatrier 14 personnes en place assise. Les victimes les moins gravement touchées s'attendent à être rapatriées en France dans la journée de demain.
Le retour des hôtes dépend de l'appréciation des médecins qui devront juger s'ils sont transportables ou non. On l'a dit au moment de l'accident, les conditions climatiques étaient mauvaises, la route glissante. Ce n'est pas le premier accident dans lequel des touristes français ont perdu la vie au Maroc. Éric Monnier. 4000 morts par an sur les routes marocaines. En dépit d'un plan national de lutte contre la violence routière lancé il y a 2 ans, le nombre d'accidents est à nouveau à la hausse cette année. Et dans ce pays touristique, les étrangers ne sont pas épargnés. Comme le 26 novembre dernier, dans la montagne de l'Atlas, une chute de 100 mètres pour un véhicule de vacanciers. 6 Français, dont une adolescente de 13 ans tuée et des blessés traumatisés. On a tous perdu un proche, on est 4 survivants sur 10. C'est sûr que ça marque. Ou bien encore, le 29 mars 2005. 8 morts français déjà, plus de 40 blessés. Des retraités bretons et normands. Un accident impliquant leur autocar et un véhicule 4x4 conduit par une Britannique. Un drame qui intervenait quelques jours seulement après un autre accident de car dans la région d'Azrou. 22 blessés et une femme française d'Aubagne venue comme les victimes d'hier visiter les villes impériales. Elle n'était pas revenue vivante de ses vacances au Maroc. Ce sont des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Var. Ces averses orageuses sont maintenant passées. Elles ont laissé derrière elles des rues entières inondées, notamment autour de Fréjus, où des pompiers sont intervenus à de nombreuses reprises. Reportage Nathalie Jourdan et Virgilie Hadot. La rivière est dans son jardin. La crue du Réranais l'a pris par surprise en pleine nuit. Je suis descendu en courant parce que j'ai entendu les trucs tomber. Alors tout est en... J'ai réussi à monter que des chaises et puis voilà, les fauteuils, tout est dans l'eau. En quelques heures, 200 mm d'eau se sont abattus sur ce lotissement de Fréjus. À 4 h du matin, en rentrant de boîte, je trouve ça tout inondé. Il fallait réveiller les gens, aider à monter tout ce qu'il y avait de précieux à l'étage, les faire monter à l'étage et couper l'électricité. Le fiston voulait partir au travail et il a mis les pieds dans l'eau. Voilà, tout simplement. C'est tombé très vite? C'est monté très vite, oui. Jusqu'à 80 cm d'eau dans les rues. Les pompiers sont intervenus près de 200 fois dans le Var, mais impossible pour eux de procéder immédiatement au pompage. Une fois qu'on aura fait, que la décrue sera amorcée, donc là on pourra effectivement pomper dans les caves, puis enlever l'eau à l'intérieur des maisons, etc. En milieu d'après-midi, le bitume est à nouveau visible. Dans le quartier, on pense déjà à l'après-inondation. Ah bah là, tous les meubles que je viens d'acheter là sont fichus, je sais pas, ouais. Il paraît que j'ai un assureur, c'est le Patrick. Une bonne assurance, les commerçants de la zone industrielle de Fréjus en auront également besoin. Des dizaines d'entrepôts se sont retrouvés sous les flots. Ce soir, l'alerte météo a été levée sur le Var et sur les Alpes-Maritimes. En Bretagne, les vents ont soufflé en rafale, en particulier dans le Finistère, où on a enregistré à Ouessant des vents de 140 km/h. Il y a eu aussi des coups de vent dans le nord du pays, près de Lille. C'est une éolienne d'une vingtaine de mètres de haut, installée dans une zone industrielle qui s'est effondrée ce matin, sans faire de victimes, mais des dégâts matériels, comme le montrent ces images de notre bureau de Lille. Aux Philippines, les autorités ont décrété l'état de catastrophe nationale après le passage du cyclone Dorian. Désormais, ce sont au moins 800 morts ou disparus qui ont été ensevelis par la gigantesque coulée de boue. Il ne s'agit hélas que d'un bilan encore provisoire. Des villages entiers pourraient avoir été engloutis par les torrents de boue. Julia Delage. Ils sont venus aussi vite que possible. Cette équipe de secours arrive d'Espagne. Elle débarque dans la région des Philippines la plus touchée par la coulée de boue de jeudi. Avec elle, des médicaments et surtout un chien spécialisé dans la recherche de survivants ensevelis. Je suis médecin et il y a 2 infirmiers avec moi. Je pense que nous sommes le premier contingent de secouristes et d'autres vont encore arriver d'Espagne dans les prochains jours. Mais par où commencer? Selon la Croix-Rouge, plus de 800 personnes sont mortes ou disparues et des dizaines de villages sont dévastés. Albay, à l'est des Philippines. Les hommes, les maisons, tout a disparu. Au centre d'évacuation, les recherches s'organisent, mais 3 jours après le passage du cyclone Dorian, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. Impossible de retrouver la trace de notre famille. On ne peut même pas vous montrer de photos. Il n'y a plus rien. Sans refuge, les habitants errent désespérés. À quelques kilomètres de là, la confusion et le désarroi sont tels qu'une rumeur de tsunami provoque la panique. Les habitants fuient dans les montagnes. Quelqu'un nous a dit que l'eau arrivait. Ce matin, la présidente des Philippines a déclaré l'état de catastrophe nationale.
Les autorités estiment à 15 000 le nombre de sinistrés victimes des torrents de boue. Au Chili, l'ancien dictateur Augusto Pinochet est entre la vie et la mort. Hospitalisé dans un état grave, il a reçu l'extrême-onction. Âgé de 91 ans, l'ex-dictateur qui a dirigé pendant 17 ans le Chili après le putsch de 1973 pourrait finir ses jours sans avoir été jamais jugé. Augusto Pinochet était assigné à résidence depuis le mois dernier, accusé de meurtre et d'enlèvement d'opposants politiques. Zindine Boudaoud. Sa dernière apparition publique, le jour de son 91e anniversaire, souriant mais fatigué. Depuis ce matin, le général Pinochet lutte contre la mort dans cet hôpital militaire. Sa famille, ses amis se sont précipités. Victime d'un nouvel infarctus, l'ancien dictateur a subi un pontage coronarien dès son arrivée, mais va devoir être réopéré. Ses médecins estiment qu'il est dans un état de risque vital. Son fils confirme l'information. Mon père va vraiment mal. Sa femme Lucia est à ses côtés. Son état est sérieux. Sa vie est entre les mains des médecins. L'ancien dictateur pourrait définitivement échapper à la justice. Depuis 8 ans, plusieurs pays veulent le juger pour ses crimes. Le général Pinochet a dirigé le Chili pendant 17 ans, après un coup d'État sanglant le 11 septembre 1973. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment à plus de 3000 le nombre de morts et de disparus sous la dictature. Rattrapé par la justice, Augusto Pinochet a toujours échappé à un procès. D'abord à Londres en 1998, où l'ex-dictateur est arrêté puis libéré pour raisons médicales. Puis en 2002, dans son pays, où la Cour suprême a estimé qu'une démence modérée ne lui permettait pas d'être jugé. Le 27 novembre dernier, il était à nouveau assigné à résidence pour son implication présumée dans des crimes. Depuis, il vivait reclus chez lui. Au Venezuela, 16 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur président. Hugo Chavez est donné largement favori pour être réélu pour un nouveau mandat de 6 ans. Le président Chavez, ancien parachutiste proche des plus déshérités, est largement soutenu par les populations les plus pauvres. Il est le chef de file de la gauche anti-américaine. L'impérialisme américain et ses laquais sont ses ennemis, dit-il, et il ambitionne de faire entrer le Venezuela dans une nouvelle ère révolutionnaire. Au Liban, l'opposition emmenée par le Hezbollah ne faiblit pas. À Beyrouth, plus de 100 000 manifestants se sont retrouvés à nouveau aujourd'hui pour demander la démission du gouvernement. Un mouvement pro-syrien qui maintient la pression depuis la démonstration de force de vendredi dernier où une foule immense réclamait le départ du Premier ministre. Ségolène Royal, après son voyage au Liban, était aujourd'hui à Gaza alors que le premier déplacement de la candidate socialiste sur la scène internationale a déclenché un début de polémique. Ségolène Royal rencontrait aujourd'hui Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Elle appelle à un État palestinien viable et à une sécurité durable pour Israël. Sur place, on retrouve Jay Wittenberg et Olivier Robert. La voiture de Ségolène Royal stoppée au checkpoint de Erez, à l'entrée de la bande de Gaza. Plus d'1 heure d'attente avant de repartir, exigence de la sécurité israélienne pour tout le monde, y compris les personnalités. À Gaza, la candidate a droit au traitement d'un quasi-chef d'État. Protection de la garde présidentielle et réception en tête-à-tête de plus d'1 heure par le président palestinien Mahmoud Abbas. Nous apprécions et regardons avec respect cette visite de Madame Royal. Le peuple palestinien a droit à un État souverain et viable. Israël a une sécurité durable. Une profession de foi prudente, tout comme la décision de ne pas rencontrer de représentants du Hamas, pourtant en force ici à Gaza. Un manque de respect pour la démocratie, dira un porte-parole du Hamas. Revenu en Israël, Ségolène Royal précise sa pensée sur la question palestinienne. Je souhaite moi que les aides européennes soient rétablies en direct pour les populations, c'est-à-dire sans conforter bien évidemment le Hamas. Un seul journal israélien avait évoqué l'arrivée de Ségolène Royal pour critiquer sa prestation au Liban face à un représentant du Hezbollah. Ce soir, c'est plutôt l'opération de charme avec Tzipi Livni, la ministre des Affaires étrangères. Cette femme, qui est la valeur montante de la classe politique israélienne, lui a proposé un dîner en tête-à-tête. Aujourd'hui, Ségolène Royal est restée scrupuleusement fidèle à la ligne suivie par la France au Proche-Orient. Pas question d'une nouvelle controverse, comme au Liban, après sa rencontre avec le Hezbollah. La candidate veut laisser désormais une image, celle d'une future dirigeante responsable, mais surtout prudente.
Le voyage de Ségolène Royal au Proche-Orient, qui s'achève donc demain à Jérusalem, continue, on l'a dit, de susciter de nouvelles réactions aujourd'hui en France. En question donc la rencontre de Ségolène Royal au Liban avec un député du Hezbollah. Le Parti socialiste et François Hollande en particulier prend la défense de Ségolène Royal, estimant que cette controverse est déplacée. Pour sa part, le CRIF déplore que la candidate socialiste ait accepté de dialoguer avec un représentant du Hezbollah. Du côté de l'UMP, les critiques se multiplient. Le ministre des Affaires étrangères met en garde contre des idées simplistes. Enfin, voici les propos de Michel Alliot-Marie recueillis cet après-midi en Bretagne. On l'écoute. Quand on va dans cette région, on doit parfaitement connaître ces dossiers, savoir ce que l'on va dire. Ne serait-ce que parce qu'il y a des militaires français qui sont là-bas, qu'il y a des agents consulaires qui sont là-bas, qu'il y a des Français et que c'est leur vie qui peut être mise en danger quand on commet une faute. Chez les Verts, Dominique Voynet se veut combattante. Elle ira jusqu'au bout malgré les difficultés. L'ombre de Nicolas Hulot a plané tout le week-end sur le Congrès national des écologistes, au point que certains ont même suggéré à Dominique Voynet de s'effacer pour lui laisser la place. Hélène Hugues, Arnaud Wurst. C'est elle qui est candidate des Verts à la présidentielle, mais c'est de lui que tout le monde parle. Dominique Voynet plafonne à 2% des intentions de vote dans les sondages, quand Nicolas Hulot caracole à 10%. Du coup, certains Verts sont prêts à le rallier. Si Nicolas Hulot était candidat, je défendrais moi la position de le soutenir. Et que Dominique Voynet, dans ce cadre-là, soit la principale porte-parole de Nicolas Hulot. Mais pas question pour la candidate de jeter l'éponge. Elle marque sa différence avec le champion des sondages, refusant ce qu'elle appelle son écologie light. Ce qui est en cause, c'est une véritable révolution écologique. On ne sauvera la planète ni en se contentant de fermer le robinet après s'être lavé les dents, ni en signant d'un clic un pacte écologique. Face à l'enjeu, les amis de Dominique Voynet espèrent faire taire les éternelles querelles internes. Ils rêvent de troupes vertes en ordre de bataille électorale. Nous avons une candidate, elle s'appelle Dominique Voynet. Nous devons faire en sorte que ce parti, que notre parti, ne soit pas un boulet pour elle, mais qu'il soit un moteur. L'union derrière Dominique Voynet est votée à 54%, mais des écologistes historiques comme Yves Cochet en sont exclus. Ils laissent planer le doute sur leur attitude future. Je ne sais pas ce que va dire Nicolas Hulot en janvier. S'il se déclare ou s'il ne se déclare pas, nous-mêmes, on va réfléchir à ça. Mais Nicolas et Dominique Voynet, ils se connaissent. À mon avis, ils ne feront rien l'un sans l'autre. Les Verts ont sauvé les apparences dans ce congrès. Une majorité s'est unie derrière Dominique Voynet, mais une majorité privée de la tendance la plus écologiste du parti. Paradoxe, au moment où les Verts veulent incarner seuls l'écologie politique dans la campagne présidentielle. C'est à partir de demain que les Restos du Cœur lancent leur nouvelle campagne. L'association, qui a distribué 75 millions de repas l'an passé, est devenue en l'espace de 21 ans une gigantesque entreprise gérée en particulier avec des bénévoles. François-Julien Piednoir, Arnaud Wurst. Il n'y a pas de raison que de la bouffe, il y en ait pour nous et qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Ça, c'est pas normal. On est dans le pays de la bouffe. En plus, on est vraiment le pays de la gastronomie. C'est pas ici qu'il va mourir des gens de faim. 22 ans après cet appel, les mots de Coluche résonnent encore au siège social des Restos du Cœur. Les Restaurants du Cœur, bonjour. Dans les bureaux, c'est l'ébullition à la veille du lancement de la campagne. Rien qu'aujourd'hui, 900 000 € de dons récoltés. Vous avez fait un don de 100 €. Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. On est loin du premier encart de 1985. 3 ou 4 tréteaux, 7 ou 8 baguettes et Coluche qui met la main à la pâte. Aujourd'hui, les restos, c'est une multinationale. 48 000 bénévoles, une centaine de salariés. 120 millions d'euros de ressources gérées de façon exemplaire selon la Cour des comptes pour 75 millions de repas distribués. On a la taille d'une entreprise puisqu'on verse 120 millions d'euros de budget. On a le sérieux d'une entreprise parce qu'on doit justement gérer cet argent avec le plus grand sérieux. Mais on est le contraire d'une entreprise. L'entreprise, elle existe pour se développer. Elle existe pour devenir plus grande. Nous, notre souhait, c'est de disparaître. Du provisoire qui dure, malheureusement, comme cet entrepôt de stockage alimentaire. Haricots verts, petits pots, yaourts, en tout, 200 tonnes par semaine à distribuer rien qu'en Seine-Saint-Denis. Une logistique digne de la grande distribution. C'est géré comme une entreprise. On sort un semi-remorque, on en reçoit un aussitôt. La place est tellement petite et donc on gère tout ça en flux tendu. Comme un supermarché. Comme un supermarché. Grâce aux 32 millions d'euros de recettes des enfoirés, les restos emploient par exemple 50 travailleurs sociaux dans ce chantier d'insertion. Production, 2500 repas par jour. On est comme une cantine, moi je dirais une cantine d'entreprise qui doit assurer la livraison des 2500 repas.
chantier qui comporte une grosse organisation logistique derrière, en termes d'organisation des plannings et organisation des livraisons. Les chantiers d'insertion fonctionnent comme une petite entreprise. Coluche aurait préféré que les restos ne connaissent pas cette réussite. Pardon, excusez-moi. Mais les clients de cette entreprise énorme, les plus démunis, sont de plus en plus nombreux. C'est quoi ta télé ? Ce week-end était celui de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de souligner qu'en Russie, par exemple, des milliers d'enfants contaminés ont bien du mal à être acceptés par la société. C'est pour eux qu'a dû être créé un département spécial et unique en Russie, à l'hôpital de Saint-Pétersbourg. Reportage Anne Pensinet, Xavier Duizet. Le docteur Yevgeny Voronin connaît un par un tous les enfants de ce service ouvert il y a 3 ans, spécialisé dans le traitement des petits séropositifs, abandonnés par leurs parents, souvent toxicomanes ou marginaux. Ils viennent de partout en Russie, de toutes les régions. Et il est convaincu qu'ils vivront une vie quasi normale grâce aux traitements antirétroviraux qu'on leur administre selon un protocole précis. Les horaires sont stricts. Oui, bon, plus ou moins 5 minutes. Rien n'oblige à isoler ces enfants des autres. Ils devraient pouvoir vivre dans des orphelinats classiques. Sauf que les préjugés sont encore forts en Russie. Parfois, le personnel des orphelinats en a peur et les envoie dans des hôpitaux inadaptés. Généralement, avant de venir ici, ils étaient dans des box. Ils recevaient leurs médicaments, mais ils restaient isolés de la société, ne voyant que le personnel de l'hôpital. Parce que dans un box, il n'y a pas d'invités, pas d'amis, rien. Dans ce cas, ils sont mieux ici. L'idéal serait bien sûr qu'ils vivent en famille, mais rares sont ceux qui veulent les adopter, de Russie comme de l'étranger. Certains étrangers américains ou autres sont capables d'adopter des enfants lourdement handicapés qui auront beaucoup de mal à s'intégrer. Mais dans le même temps, ils renoncent à ces enfants qui ont de très bonnes perspectives d'avenir. La médecine a ouvert l'horizon de ces enfants jadis condamnés, à la société maintenant de leur faire une meilleure place, une place d'enfant, pas une place de malade. À Paris, sans incident, une marche silencieuse de plusieurs centaines de supporters du PSG s'est déroulée près du Parc des Princes en hommage aux supporters tués il y a 10 jours par un policier. Franck Genozo, Mathias Barrois, Patrice Brugère. Que justice soit faite. Unis derrière cette banderole, 1 millier de supporters parisiens. La majorité est issue de la sulfureuse tribune Boulogne du Parc des Princes. Mais ce matin, tous ont défilé dans le calme. Beaucoup ici ne croient pas à la thèse de la légitime défense après la mort de Julien Kemner, 25 ans, tué il y a 10 jours par un policier en civil. Qu'on respecte sa mémoire, qu'on arrête de dire que c'était un néo-nazi, qu'on arrête de dire que c'était un hooligan, qu'on arrête de dire que les supporters parisiens sont des voyous. Arrivé sur les lieux du drame, c'est le temps du recueillement. Les supporters voulaient également exprimer leur refus de voir une partie des tribunes fermées jusqu'à nouvel ordre. En général, dans le milieu des supporters, il y a le b.a.-ba, c'est la solidarité. Donc si les uns ne peuvent pas rentrer, les autres en général ne rentrent pas non plus. En reportant le match prévu ce soir, les autorités ont gagné du temps. 10 jours avant le prochain match au Parc des Princes, 10 jours pour désamorcer le bras de fer engagé avec les supporters. Un mot de football avec la suite de la 16e journée de Ligue 1. Sochaux a battu sur son terrain en fin d'après-midi Marseille 1-0 grâce à un but d'Afolabi. Sochaux prend la 3e place au classement provisoire du championnat derrière Lyon et Lens. Ce soir, Nancy affronte Lille. Se mettre dans la peau des plus grands champions de basket ou de foot, eh bien, c'est possible grâce aux simulations sportives. Ce sont les jeux vidéo les plus vendus sur le terrain de foot ou dans le stade, comme si vous y étiez. Emmanuel Lambert, Vivien Roussel. Regards intimidants, stratégie d'équipe, ambiance survoltée, vous êtes au cœur du match. Ou encore, dans la peau de Mohamed Ali. Le réalisme est à couper le souffle. Et voici comment ces images sont fabriquées. Le basketteur Boris Dio reçoit un soin du visage très particulier, couvert d'électrodes des pieds à la tête pendant des heures. Les créateurs de la simulation enregistrent tous les mouvements du joueur pour créer son squelette numérique. Voici le résultat final. On distingue même la sueur sur le visage de l'athlète. Ce jour-là, Boris Dio découvre enfin sa doublure électronique. C'est bon, j'ai gagné. C'est vrai, ça fait bizarre de jouer avec sa propre personne. En même temps, c'est tellement bien fait que
Dans le jeu, je fais les mêmes erreurs que je fais sur le terrain parfois. Séance photo décontractée pour 2 étoiles du football, Didier Drogba et Thierry Henry, ambassadeurs du jeu de foot le plus populaire au monde. L'an dernier en France, Pro Evolution Soccer est devenu le produit culturel le plus rentable, devant le livre Da Vinci Code, un pactole de 70 millions d'euros. Son atout principal encore et toujours l'illusion de vivre les actions. Certaines personnes y jouent parce qu'ils ne sont pas capables de faire ces gestes-là sur un terrain, donc ils arrivent à les reproduire grâce au jeu. Un journaliste sportif en pleine vocalise, comme à la télé. Les commentaires sont enregistrés puis réinjectés dans le jeu, histoire que l'immersion soit totale. La partie semble pliée. Il faut boire du thé avec un petit peu de miel pour qu'on ait la voix la plus douce possible. Parce qu'il y a des intonations qui sont compliquées à avoir quand les ingénieurs japonais vous demandent de hurler sur un but. Si vous hurlez pendant 1h30 dans la journée, généralement après, vous n'avez plus de voix. Tout commence en 1972. Le premier jeu vidéo de l'histoire est une simulation de sport. Pong ou le tennis de table minimaliste. 35 ans plus tard, voici la relève, plus détaillée, au bout des raquettes virtuelles des pongistes plus vrais que nature. Ça nous rapproche un petit peu de la réalité. C'est vrai qu'on voit que les techniques de la gestuelle de base a été très étudiée. Et si, comme Tiger Woods, vous êtes adepte de sports moins violents, vous pouvez toujours prendre un bon bol d'air, confortablement installé dans votre canapé. Pour ceux qui souhaitent récupérer des points sur leur permis, il existe des stages de sensibilisation. 40 000 personnes chaque année s'y rendent, avec un enseignement théorique auquel s'ajoute maintenant un stage sur route. Diego Garcia, Frédéric Bon. Les grandes eaux et les grands moyens, voici un stage de récupération de points de permis pas comme les autres. Ça commence comme un stage classique par une partie théorique, avec une petite piqûre de rappel des règles et des bons comportements. Bien conduire sur la route, c'est aussi bien se conduire d'une manière générale en société. 27 ans de permis, jamais d'accident, mais plusieurs petites infractions. Christian n'a plus que 3 points sur son permis. Je n'ai pas l'impression d'être un délinquant de la route. Il se trouve qu'il faut faire le constat qu'il ne me reste plus que ce petit nombre de points. Ces 2 jours de formation, peut-être m'en apprendre beaucoup plus sur mon comportement de conducteur et peut-être changer certaines de mes certitudes. Après la théorie, la pratique. Et ça, c'est nouveau. Dans chaque voiture, 2 stagiaires. Le plus de ce côté pratique, ça va être de montrer, de faire ressentir physiquement aux stagiaires ce qu'on en a montré théoriquement en salle, de casser finalement la sensation que l'acte de conduite est un acte banal. Un acte ni banal ni facile. Démonstration sur une piste mouillée, cette voiture roule à 20 km/h et ça passe. Il suffit de 5 km/h de plus pour perdre totalement le contrôle du véhicule. Autre exercice, un mur d'eau simule un obstacle inopiné, histoire de travailler les distances de freinage. Quant à cette plaque tournante, elle provoque un déséquilibre comme lors d'un choc latéral. On se rend compte que lorsqu'on met le conducteur en phase accidentogène, les bons automatismes ne sont pas là. Rien de tel pour prendre conscience des dangers de la route. C'est très formateur parce qu'on se trouve dans des situations auxquelles on peut être confronté à n'importe quel moment de notre vie de conducteur. Et on nous permet d'anticiper et de mieux maîtriser notre véhicule. Certes, pour 260 €, les stagiaires récupèrent 4 précieux points de permis. Mais surtout, ils vivent ici le risque d'accident en toute sécurité, pour mieux appréhender la route demain. À quelques semaines des fêtes, le salon des saveurs, des plaisirs gourmands, des exposants qui nous mettent l'eau à la bouche avec le foie gras comme produit phare du salon. Marie-Pierre Samitier, Bernie Mario. Le foie gras est à l'honneur, source d'inspiration pour les artisans qui proposent cette année une tarte tatin pomme au foie gras ou encore une crème brûlée de foie gras avec un caramel de balsamique. Produit qui peut se consommer soit en apéritif ou en mise en bouche, soit légèrement tiédi, soit même froid, et qui là aussi utilise une recette qui fait partie du patrimoine français, la crème brûlée, bien évidemment. Agrémenté de figues et de confiture de coin, en millefeuille avec des magrets de canard ou encore en sorbet, le foie gras étonnera toujours. Madame va le goûter directement comme ça, il n'y a pas de tort. C'est en foie gras, c'est impressionnant. Ça ressemble complètement. C'est l'aspect glacé qui donne un petit plus, c'est parfait, vraiment. Au Salon des Saveurs, où sont réunis 400 artisans venus de toutes les régions, les Français ont commencé leur course pour les fêtes de fin d'année. C'est un véritable marathon, à la recherche des produits du terroir, avec un mot d'ordre.
Des produits surtout qui sont artisanaux oui. et Oui, avec pas industriels. qu'on peut goûter et connaître justement la saveur. Pas industriel? Non, surtout pas industriel, et simplement vraiment du terroir. Après la prise record de viande avariée cette semaine, les consommateurs se tournent vers les produits vendus directement par ceux qui les fabriquent. C'est une spécialité de Dunkerque. Vous en trouverez nulle part ailleurs sur le salon. C'est un mélange de lapin, poulet, porc et veau que vous mangez très froid avec de la salade, des frites. Rillettes de poule, pâté de foie de volaille au genièvre, autant de produits à marier avec les petites pommes de terre de jadis, au goût de châtaigne. Musique avec le retour de Paul McCartney, la sortie ces jours-ci d'un album de musique classique et d'un DVD sur sa dernière tournée aux États-Unis. Il y a bien une vie après les Beatles, Olivier Lenuza. Ces derniers mois, il avait tendance à faire la grimace. Pas une semaine sans qu'un tabloïd anglais n'évoque son divorce. Paul McCartney fait toujours la une, mais cette fois de l'actualité musicale. Le film de sa dernière tournée aux États-Unis sort en vidéo. Le pape de la pop arrive sur la terre sainte du rock. Il fête l'événement avec une bonne tasse de thé. Dans la salle, 17 000 convives sans oublier 2 invités. Un Russe et un Américain planant à 350 km au-dessus de la Terre. Ce jour-là, les 2 hommes sont réveillés au son de la musique de Paul McCartney. Quand j'ai vu les 2 cosmonautes, je leur ai dit « Hey les gars, comment ça va ?» Hey guys, how you doing? You know. Ça va, Paul. C'était super captivant. Un moment d'histoire. On vous considère comme un explorateur, comme nous. Vous aussi construisez l'avenir de la jeunesse de notre planète. Des gens m'ont dit, vous m'avez sauvé la vie. La musique des Beatles a révolutionné ma vie. Ça vous fait réfléchir sur votre propre existence? Moi, j'ai fait ça. John Lennon disait les Beatles sont plus connus que Jésus-Christ. Aujourd'hui, Paul McCartney tutoie le divin. Dans la chapelle de la Tour de Londres, il assiste à l'enregistrement de son dernier album. Un disque classique qu'il a mis 8 ans à peaufiner. Travailler avec un orchestre symphonique, les chœurs et la chorale des universités d'Oxford et Cambridge, vous savez, c'est complètement incroyable. Je n'aurais jamais rêvé de ça. Et ça, c'est ma vie maintenant. L'amoureux de Chopin signe sa 4e pièce pour chœur et orchestre, le maestro de la pop, devenu lui aussi un classique. Cinéma avec, à l'approche des fêtes, la sortie mercredi prochain de ce film d'animation américain signé par le réalisateur de Mad Max, Lorsque les manchots font des claquettes, avec les voix de Sophie Marceau et de Clovis Cornillac. Pascal Deschamps. Après la marche de l'empereur, les choristes sur la banquise. Vous savez tous désormais que les manchots se caractérisent par leur chant pendant les parades amoureuses. Les créateurs d'Happy Feet ont donc imaginé l'apparition d'un bébé manchot, pas comme les autres. Ça va, gars? Et à quoi tu joues, mon fils? Je suis heureux, papa. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? Ils sont heureux aussi. Mumble, c'est son nom, est incapable de chanter. Son talent à lui, c'est les claquettes. Le problème, c'est que chez les manchots, ça n'est pas très bien vu. Il a bien le droit d'être un peu différent. Et j'aime ce qui est différent. Il n'est pas différent, c'est un manchot empereur comme toi et moi. C'est vachement bien pour les gamins. Et puis je pense pour les parents aussi de se dire, c'est pas grave la différence, c'est pas forcément un problème. Tu dois mettre un terme à cette pitrerie de pieds. Papa. Toi, Mumble Happy Feet, tu dois partir. Happy Feet, ou comment une nouvelle fois un individu sera exclu de sa communauté avant d'y revenir un jour. Pour ce petit bijou de l'animation, George Miller avait débauché Elijah Wood, Nicole Kidman et Robin Williams. Dans la version française, aux côtés de Clovis Cornillac, on retrouve Marion Cotillard, Anthony Cavana et Sophie Marceau. Ouvre ton bec.
On se dégage complètement de son soi, de ses complexes, quels qu'ils soient. Je sais pas, c'est justement on plonge dans une totale fiction à ce moment-là. Pour les claquettes, on a utilisé la désormais célèbre technique de la motion capture, qui capte et traduit sur ordinateur les mouvements des danseurs, les plus grands spécialistes américains du tap dance. Le résultat est digne de Broadway. Une bande originale qui déchire, une pincée de messages et beaucoup d'humour. Happy Feet a tout pour faire craquer, petits et grands. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet, 20h50, FBI porté disparu. Excellente fin de soirée sur France 2.